Bonjour tout le monde. On continue notre préparation aux examens du baccalauréat avec la correction des exercices des SVT proposés lors des sessions 2021. Et cela bien sûr concernant la troisième unité, la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée, les lois statistiques et la génétique humaine. Et on commence par la session normale 2021. Comme vous le remarquez, elle présente trois exercices. Le premier, concernant les cycles de développement. Le deuxième, concernant les lois statistiques. Et le troisième, concernant la génétique humaine. Et on commence par le premier exercice. Afin de mettre en évidence le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien de la stabilité du karyotype, on propose les données suivantes. L'appareil végétatif chez une algue rouge Antitamnion plumata est connu sous forme de trois types de thalles. Le thale 1 porte des organes qui produisent plusieurs cellules petit a haploïdes de petite taille. Le thale 2 produit des cellules petit b haploïdes de forme allongée. Les voilà. Après sa libération dans l'eau, la cellule petit a nage et germe sur la cellule B. Puis les deux cellules s'unissent pour donner la cellule C. Après plusieurs mitoses, cette cellule C donne l'organe D. Ce dernier reste fixé sur le thale numéro 2 et produit des cellules petit e qui se libèrent dans l'eau de mer et se développent par des mitoses pour donner un nouvel individu présenté par le thale numéro 3. Le thale 3 produit des éléments petit f. Chacun de ces éléments petit f libère 4 cellules petit g et chacun de ces cellules petit g se développe pour donner soit le thale 1, soit le thale 2. Le document suivant montre les stades du développement de cette algue rouge Antitamnion plumata. Donc, en vous aidant de ce document-là, premièrement, déterminez le thale où se déroule la méiose et le thale où se déroule la fécondation. Donc, pour la fécondation, vous voyez ici, il y a union, c'est-à-dire il y a fusion entre l'élément A et l'élément B. Donc, l'élément A est le gamète mâle et l'élément B, c'est le gamète femelle. Donc, l'union ou la fécondation se produit au niveau du thale numéro 2. Pour la méiose, remarquez ici les éléments F. Voilà. Le thale 3, c'est-à-dire le thale 3, libère des éléments F. Ces éléments F vont libérer 4 cellules petit g. Donc, puisqu'il y a ici 4 cellules petit g, ça veut dire qu'il y a une méiose. Donc, la méiose se produit au niveau de thale 3. Puisque la reproduction ou la germination de ces spores va donner de nouveaux thales qui sont haploïdes, soit thale 1, soit thale 2. Donc vous avez ici un cycle de développement plus clair. Vous voyez bien qu'il y a la méiose qui se produit à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du sporange qu'on a au niveau du thale numéro 3, alors que la fécondation se produit bien sûr au niveau du thale 2. Deuxièmement, donnez le type de chaque thale 1, 3, 1, 2 et 3. Justifiez votre réponse en utilisant les structures petit a, petit b, petit c et g. Donc pour le premier thale, c'est-à-dire le thale 1, puisqu'il produit des éléments qui sont petits. Donc ce sont les gamètes mâles. Et les gamètes mâles sont produits bien sûr par ce qu'on appelle le gamétophyte mâle. Voilà, gamétophyte mâle qui va produire bien sûr des éléments petit a qui sont bien sûr les gamètes mâles. Puis le numéro 2, puisqu'il libère un élément petit b allongé qui va bien sûr se rencontrer avec le gamète mâle, c'est bien sûr le gamète femelle. Donc le thale numéro 2 est un gamétophyte femelle. Alors que le gamétophyte 3, puisqu'il produit des spores G, d'accord, donc c'est un sporophyte. Donc le thale 1 est un gamétophyte mâle, puisqu'il produit des gamètes mâles et issus du développement du spore G. Le thalophyte 2 est le gamétophyte femelle, il produit des gamètes femelles, petit b, et le thale 3 est un sporophyte puisqu'il produit des spores, petit g. Représentez schématiquement le cycle chromosomique de cette algue
et déduisez son type. Donc, puisque cette algue, enfin le gamétophyte mâle, le gamétophyte femelle vont libérer des gamètes qui vont se rencontrer pour donner un œuf, c'est-à-dire la fécondation. La fécondation va donner un individu, un nouveau individu qui est le TAL 3, qui va produire des spores, et les spores vont redonner le TAL 1 ou le TAL 2. Donc c'est ça le cycle qu'on peut représenter comme suit. Donc gamétophyte mâle, gamétophyte femelle, produisent des gamètes, leur union donne le zygote. Le zygote est un sporophyte qui va subir une méiose pour redonner les gamétophytes qui sont haploïdes. Donc on a deux phases haploïdes et diploïdes qui sont presque égales. Donc on a un gamétophyte et on a un sporophyte. Pour cela, c'est-à-dire le type de ce cycle est un cycle qui est diplo-haplophasique ou haplodiplophasique. Deuxième exercice. Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique chez les tomates, des études ont permis de mettre en évidence la présence de deux couples d'allèles. Un couple d'allèles responsable de la présence ou de l'absence du pédicelle. Le pédicelle, voilà, c'est cette partie qui relie le fruit à la tige. Et un couple d'allèles responsable de la présence ou de l'absence de poils sur la tige. C'est-à-dire soit que la tige soit poilue, soit non poilue. Afin d'étudier le mode de transmission de ces deux caractères, les croisements suivants ont été réalisés. Le premier croisement entre des plantes de race pure, à fruits avec pédicelle et à tige non poilue, et des plantes de race pure, à fruits sans pédicelle et à tige poilue. Après germination des graines issues de ce croisement, on obtient une première génération F1 formée uniquement de plantes à fruits avec pédicelle et à tige poilue. Deuxième croisement entre les plantes F1 et des plantes à fruits sans pédicelle et tiges non poilues. On obtient une deuxième génération F1 formée de ces quatre phénotypes que vous avez ici. Première question. Que déduisez-vous des résultats du premier et du deuxième croisement? D'abord, on étudie la transmission de deux caractères. Donc, on est dans un cas de dihybridisme. Du premier croisement, puisque ici, on a un croisement entre races pures et on obtient une génération qui est totalement homogène. Donc, ça vérifie la première loi de Mendel et affirme que les parents sont de race pure. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a l'apparition des phénotypes d'un des parents, ce qui prouve qu'il y a une dominance. Donc, la présence de pédicelle domine l'absence et la présence de poils sur la tige domine l'absence, bien sûr, des poils sur la tige. On utilise bien sûr ces symboles. Ça, c'est pour le premier croisement. Pour le deuxième, on a ici le F1 qui est un hybride. Et là, on a un fruit sans pédicelle et non poilu. Ça veut dire les caractères récessifs. Donc, c'est un double récessif. Donc, il s'agit d'un test cross. Et ce test cross a donné 4 phénotypes différents. Mais remarquez ici, on a des phénotypes qui sont majoritaires par rapport aux autres. Donc on a ici les parentaux dominent les recombinés, ce qui prouve que les deux gènes étudiés sont portés par le même chromosome, qui est un autosome bien sûr. Donc voilà ce que vous pouvez donner comme réponse. Ce qu'on peut déduire du premier croisement. L'allèle responsable de la présence du pédicelle est dominant, grand J, noté grand J, et l'allèle responsable de l'absence du pédicelle, noté petit j récessif. L'allèle responsable de la présence des poils est dominant, noté grand V, et l'allèle responsable de l'absence des poils au niveau des tiges est récessif, noté petit v. Alors que du deuxième croisement, c'est un test cross, et on obtient une génération F1 à 4 phénotypes différents, dont les phénotypes parentaux sont majoritaires sur les recombinés, qui sont bien sûr minoritaires, et on déduit que les deux gènes sont liés, portés par le même chromosome autosomal. Deuxièmement, à l'aide de l'échiquier de croisement, donner l'interprétation chromosomique des résultats 1 et 2. Donc du premier croisement, puisqu'on connaît la dominance des allèles, et puisqu'on connaît le locus de ces gènes, puisqu'ils sont liés, donc l'interprétation chromosomique c'est très facile à réaliser comme celle-ci. Donc du premier croisement, P1, P2, grand J, petit v, petit j, grand V. Voilà son génotype puisque c'est une race pure. Et voilà l'autre génotype puisque c'est une race pure. Et les deux, bien sûr, vont donner un seul type de gamète à 100%, dont la rencontre va donner ce génotype, dont le résultat est
grand J, grand V, c'est-à-dire des plantes à pédicelle et bien sûr à tige poilue. Ces individus, grand J, petit v et petit j, grand V, vont être croisés lors du deuxième croisement avec un double récessif. Le double récessif, c'est petit j, petit v, race pure. Donc, elle va donner seulement un seul type de gamète. Alors que le F1 qui est un hybride va donner bien sûr 4 types de gamètes. Et puisque on a des gènes qui sont liés, donc le pourcentage des gamètes n'est pas un quart, mais ces valeurs-là qu'on peut tirer à partir des données qu'on a ici. Par exemple, pour le gamète J, grand J, petit v, on a 1200 dans grand J, petit v. On a 1200 divisé par 3014, c'est-à-dire la somme de ces plantes qu'on a ici, multiplié par 100. Ça donne 39,81 que voilà. De même pour les autres. Et lorsqu'on fait l'échiquier de croisement, c'est-à-dire les 4 gamètes de F1 et le seul gamète du double récessif, on a ces 4 génotypes et ces 4 phénotypes qui sont bien sûr conformes aux résultats expérimentaux obtenus ici. Toujours deuxième exercice. Les recherches scientifiques ont montré l'existence d'un troisième gène responsable de la synthèse d'un pigment naturel appelé anthocyane chez la tomate. Sur le même chromosome, ce gène se trouve à une distance de 35,2 centimorgans du gène responsable de la présence ou de l'absence du pédicelle. Le gène responsable de la synthèse du pigment anthocyane existe lui aussi sous forme d'un couple d'allèles grand A et petit a. L'allèle grand A dominant et l'allèle petit a récessif. À l'aide de l'échiquier de croisement, donner l'interprétation chromosomique des résultats d'un croisement entre une plante hybride pour les deux caractères A génotype grand J grand A, petit j petit a, et une plante double récessif pour les deux caractères. Donc connaissons la dominance, connaissons bien sûr qu'ils sont liés, puisque ici on a la distance entre les deux gènes, donc on peut bien sûr facilement réaliser l'interprétation chromosomique que voilà. Donc voilà donc l'individu hybride, grand J grand A, petit a, qu'on vous donne ici. Et l'individu double récessif, donc petit j petit a. Cet individu pur va donner bien sûr un seul type de gamète, alors que celui-là va donner bien sûr 4 types de gamètes, puisqu'il y a une liaison, c'est-à-dire elles sont liées, donc le pourcentage des gamètes sera différent de 1 quart. Ces valeurs-là, bien sûr, on peut les tirer d'ici, puisqu'ici on vous donne la distance entre les gènes, et on sait que la distance entre les gènes est égale au pourcentage des recombinés. Et on a bien sûr 2 recombinés. Donc on divise cette valeur-là par 2. Ça donne bien sûr 17,6 pour chacun des recombinés. Alors que pour le reste, c'est-à-dire 35,2 moins 100, c'est-à-dire 64,8 représente les parentaux. Si on divise cette valeur, c'est-à-dire 64,8 par 2, ça va donner 32,4% pour chacun des gamètes parentaux. Et lorsqu'on fait le croisement, c'est-à-dire l'échiquier de croisement, voilà donc les valeurs qu'on va avoir. Quatrièmement, réaliser les deux cartes factorielles possibles des 3 gènes étudiés. Donc on a V, on a J et on a A. En précisant les étapes du calcul de la distance. Donc pour calculer la distance entre deux gènes, on cherche d'abord le pourcentage des recombinés. Et puisque 1% de 1% du recombiné est égal à 1 centimorgan, donc c'est facile à donner la distance entre les deux gènes. Or, on sait que ici on a 35,2 centimorgans entre J et A. Donc, connaissant les distances entre les deux gènes, on peut bien sûr réaliser les cartes factorielles. Calculons d'abord la distance entre les deux gènes, entre les deux couples d'allèles J et V. Le calcul du pourcentage de recombiné, c'est-à-dire 10,55 et 9,82% qu'on avait eu tout à l'heure, lors de la dernière réponse, est égal à 20,38%. Alors que pour la détermination de la distance, puisque 1% est égal à 1 centimorgan, donc la distance entre J et V est égale à 20,38 centimorgans. De même, pour la distance entre J et A est égale à 35,2% qu'on vous donne ici. Donc les 4 factoriels possibles, on va avoir bien sûr 2 en respectant l'échelle qu'on vous donne ici. 1 cm pour 5 centimorgans. On peut avoir bien sûr J et V et après on peut avoir A.
Donc la distance entre JV est égale à 20,38 et la distance entre J et A est égale à 35,2. Donc voilà. Donc entre J et A est égal à 35 et entre V et J est égal à 20 ou entre J et A est égal à 35, là voilà, et entre J et V est égal à 20,38. Si c'était ce cas, on peut bien sûr facilement calculer la distance entre V et A. Mais pour être sûr et certain laquelle des deux cartes factorielles est juste, bien sûr, on doit réaliser un croisement pour pouvoir déterminer la distance entre V et A. Passons au troisième exercice. Afin de déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire chez l'homme et expliquer les conséquences des anomalies chromosomiques dans l'apparition de certaines maladies imprévisibles survenant pendant la formation des gamètes chez les parents, on propose les données suivantes. Le rétinoblastome est un type de cancer caractérisé par l'apparition d'une tumeur dans la rétine de l'œil qui apparaît chez les enfants avant l'âge de 5 ans. Le document 1 présente l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres sont atteints de cette maladie. Donc voilà le document 1 qui présente le diagramme ou le pédigree. En vous basant sur le document 1, démontrez en justifiant votre réponse que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Vous n'avez qu'à démontrer qu'il est récessif. Donc puisque les deux parents 1 et 2 sont sains et dans un enfant malade, donc la maladie est récessive. De même ici, l'enfant qui est atteint est issu de deux parents qui sont sains. C'est-à-dire elle porte l'allèle morbide qui ne s'exprime pas. Donc elle est récessive. Donc on constate d'après le pédigré que les enfants 2, 3 et 2 et 3, 1 sont issus de parents sains, porteurs d'allèle morbide, ce qui montre que l'allèle responsable de la maladie est récessif qu'on note petit r. Donc l'état normal est noté grand N, si on utilise ces symboles. Montrer si le gène est porté par un autosome ou un chromosome sexuel. Alors remarquez ici, puisque les deux sexes sont atteints, donc le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Si on suppose qu'il est lié au chromosome X, cette fille qui est atteinte doit recevoir les deux allèles morbides de ses parents. L'un de sa mère, qui peut être bien sûr hétérozygote puisque la maladie est récessive, mais le père est sain. Pour lui donner l'allèle morbide, il doit être bien sûr malade. Ce n'est pas le cas. Donc ceci prouve que cette maladie, elle est autosomale, c'est-à-dire elle est portée par un autosome et non pas un chromosome sexuel. Donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y, puisque 2,3 est une fille et que la maladie atteint les deux sexes. L'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X, puisque 2,3 est une fille malade alors que son père est sain. Donc l'allèle responsable de cette maladie est porté par un autosome. Donnez en justifiant votre réponse les génotypes probables des individus 2,1, 2,2 et 3,1. Alors pour 2,1, 2,1 il est sain, mais il a un enfant malade. Donc il doit être grand N petit r. De même pour 2,2, elle est saine, mais elle a un enfant qui est malade, donc bien sûr, il peut être grand N petit r. Alors que le 3,1, il est malade et ne peut être que petit r. Voilà donc le 2,1 NR, 2,2 lui aussi grand N petit r, et 3,1 malade, donc petit r. L'analyse de l'ADN par la technique d'électrophorèse permet de détecter le fragment d'ADN du gène responsable de cette maladie, c'est-à-dire l'allèle morbide. Le document 2 que voilà présente les résultats obtenus chez certains membres de cette famille. On vous demande, en vous basant sur le document numéro 2, donner les génotypes effectifs des parents 2,1 et 2,2. Tout à l'heure, on avait dit que les deux parents sont hétérozygotes, grand N, petit r, grand N, petit r. Mais ce document-là montre l'inverse. Pour l'individu 2,1, remarquez ici l'individu 2,1, c'est-à-dire sa tombe, elle est sain et elle porte seulement que les allèles normaux. Remarquez ici l'épaisseur, ça veut dire qu'il y a deux allèles. Donc deux allèles qui sont normaux. Donc ce père, il est normal, grand N, grand N. Son génotype effectif,
c'est-à-dire son vrai génotype, c'est grand N, alors que le 2,2, c'est-à-dire la mère, elle est hétérozygote. Vraiment, elle est hétérozygote parce qu'elle porte les deux allèles différents, normal et anormal. Donc, son génotype est grand N, petit r. Donc, le père de 1 porte deux allèles normaux, son génotype est grand N, alors que la mère de 2 porte les deux allèles différents, un allèle normal et un allèle morbide. Son génotype ne sera que grand N, petit r. Petit b, proposer une explication à l'apparition du rétinoblastome chez le fils 3A. Le 3A, remarquez ici, ne présente qu'un seul allèle, l'allèle morbide. Et d'après le pédigré, pour que cet enfant soit malade, il faut bien sûr qu'il ait les deux allèles morbides de ses parents, puisque la maladie est récessive. Donc le premier va l'avoir de sa mère, puisqu'il est hybride, alors que son père, qui est homozygote, ne peut pas lui donner cet allèle morbide. Donc on peut expliquer l'apparition du rétinoblastome chez le fils 3A par la présence d'un seul allèle anormal dans son karyotype. C'est-à-dire que son père ne lui a pas donné l'allèle normal. Réponse 3, petit b, l'enfant 3A porte un seul allèle, c'est-à-dire l'allèle morbide, car il a reçu cet allèle, c'est-à-dire il a reçu cet allèle de sa mère, et elle n'a pas reçu d'allèle normal de son père, d'où l'apparition du rétinoblastome chez le fils 3A. On accepte bien sûr toute réponse qui évoque qu'il y a une myose anormale, c'est-à-dire formation de gamètes anormale chez le père bien sûr. Le gène du rétinoblastome est porté par le chromosome 13. Pour déterminer la cause du rétinoblastome, des gènes au niveau de la paire du chromosome 13, chez les parents 2,1, 2,2 et leur fils 3A, le document 3 présente les résultats obtenus, c'est-à-dire l'emplacement des gènes, est indiqué par des numéros. Voilà. Donc voilà pour la mère, voilà pour le père et voilà pour l'individu 3,1. Exploitant les données du document 3, déterminer le type d'anomalie chromosomique observée chez le fils 3A, puis expliquer pourquoi il est atteint de rétinoblastome. Si on compare les données qu'on a ici, on constate que le chromosome 13, chacun, bien sûr, a une paire, c'est-à-dire deux chromosomes homologues. Chez la mère et le père, ils sont normaux, alors que chez le fils, vous voyez ici, il y a un chromosome plus court que l'autre. Remarquez ici la succession des gènes. Les deux chromosomes homologues portent les mêmes gènes chez la mère et chez le père. Alors que chez l'enfant, vous voyez ici, c'est-à-dire un chromosome qui provient de la mère présente les gènes normaux ou la succession normale de ces gènes. Par contre, le chromosome provenant du père présente une anomalie. Remarquez ici l'absence du gène 14. Le numéro 14 n'existe pas. Donc, chez le père, lors de la formation des gamètes, il y a eu une délétion, suppression du gène 14 de ce chromosome-là, que l'enfant va l'avoir, et puisque l'enfant présente ce karyotype, c'est-à-dire ce couple de chromosomes 13 qui présente seulement un seul exemplaire du gène 14 qui provient de la mère et qui est morbide, donc il va bien sûr s'exprimer. Et cela bien sûr va entraîner que l'enfant 3A sera atteint de la rétinoblastome. Les chromosomes homologues 13 chez les parents 2,1 et 2,2 sont normaux, alors que l'un des deux chromosomes 13 chez le fils 3A est anormal et est plus court. Absence du gène 14 au niveau du chromosome paternel 13 chez le fils 3A. Il s'agit donc d'une anomalie chromosomique de structure. Comme explication, on peut donner, au cours de la formation des gamètes chez le père, il y a eu une délétion du gène 14 au niveau du chromosome 13. Ce dernier est transmis du père au fils 3A et par conséquent, l'allèle morbide porté par le chromosome maternel R, c'est-à-dire petit r, se trouve seul, s'est exprimé chez le fils, d'où l'apparition de la maladie. Passons maintenant à la collection d'exercices proposés lors de la session de rattrapage, afin de mettre en évidence le rôle du cycle de développement dans le maintien du karyotype chez le chat domestique Felis sylvestris catus.
on propose les données suivantes. À la puberté, les testicules sont matures et aptes à la reproduction. Ils produisent des gamètes mâles. Au niveau des tubes séminifères, à partir des cellules mères des gamètes dont la formule chromosomique est 2n est égal à 38 est égal à 18AA plus XY. Au cours de l'accouplement, une quantité variable de sperme est déposée dans le vagin de la chatte, ce qui entraîne une modification hormonale aboutissant à l'ovulation d'un ovocyte, qui est une cellule bloquée en métaphase 2 de la méiose, et la fusion d'un spermatozoïde avec l'ovocyte 2 provoque chez ce dernier la fin de la deuxième division méiotique pour donner un ovule haploïde. Et la fécondation de l'ovule aboutit à la formation d'une cellule œuf qui donne un nouvel individu après une phase de gestation. Premièrement, donner les formules chromosomiques possibles des gamètes mâles et du zygote. Donc pour les gamètes mâles, puisque ici on a l'individu diploïde, 2n est égal à 38. Donc les gamètes mâles seront n est égal à 19. Et comme formule chromosomique, on va avoir 18A plus X ou 18A plus Y, puisque le mâle est hétérogamétique. Alors que pour le zygote peut être une femelle ou un mâle. Si c'est un mâle, 2n est égal à 38 est égal à 18AA plus XY. Si c'est une femelle, 2n est égal à 38 est égal à 18AA plus XX. Voilà donc les réponses que vous devez donner. Deuxièmement, réaliser le cycle chromosomique de cette espèce, puis déduisez son type. D'après la lecture de ce texte, on peut déterminer bien sûr qu'il y a un mâle et une femelle. Chacun des deux va donner des gamètes à partir de ses organes sexuels, c'est-à-dire l'ovaire et les testicules. La rencontre des gamètes, c'est-à-dire il y a fécondation pour donner un œuf. L'œuf va donner un nouvel individu après gestation. Donc, d'après ces données, on constate que la phase haploïde est limitée seulement aux gamètes et que la phase principale, c'est la phase diploïde. Donc, on peut la représenter comme suit. Donc, on a ici un mâle, une femelle. La méiose au niveau des gonades va donner des gamètes mâles, gamètes femelles. La rencontre, la fécondation va donner un zygote. Le zygote va donner bien sûr l'individu adulte, que voilà, qui peut être soit un chat, soit une chatte. Le type de ce cycle de développement. Donc, puisque la phase diploïde est importante, donc ce sera un cycle de type diplophasique. Exercice numéro 2. Afin de mettre en évidence le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la souris, qu'on appelle mus musculus, la couleur du pelage, noir ou marron, et son marquage, tacheté ou uni, on réalise les croisements suivants. Premier croisement entre les individus de race pure au poil noir et à pelage présentant des taches, c'est-à-dire tacheté, et des individus de race pure au poil marron et présentant un pelage uni. La génération F1 issue de ce croisement est composée des individus au poil marron et présentant un pelage uni. Alors que le deuxième croisement entre les individus de la génération F1 et entre génération de la F1, ça veut dire F1 fois F1, donne une génération F2 composée par la distribution de phénotypes suivants. Donc on a ici 4 phénotypes avec des proportions différentes. En exploitant les résultats du premier et deuxième croisement, déterminer le mode de transmission de ces deux caractères héréditaires étudiés. Bien sûr, vous avez ici les symboles à utiliser. Donc du premier croisement, puisqu'il y a croisement de race pure, et on obtient une génération qui est totalement homogène, donc le gène ou les gènes étudiés sont portés par un autosome. En plus, puisqu'il y a apparition des phénotypes d'un des parents, donc ces phénotypes sont dominants. Donc on peut dire que le marron domine le noir, et on note le marron grand M et le noir petit m, et que le pelage uni est dominant sur le tacheté, et on note le pelage uni par grand T et tacheté par petit t. Alors que le deuxième croisement, puisque c'est un croisement F1 fois F1, et on obtient ici 4 phénotypes de proportions différentes. Or, ça nous rappelle la proportion, si on fait les calculs, 9, 3, 3, 1. Donc, lorsqu'on a un croisement F1 fois F1 entre hybrides et donne des proportions 9, 3, 3, 1,
Ça nous rappelle que les deux gènes sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des chromosomes différents autosomes. Donc le premier croisement, la génération F1 est homogène, la première loi de Mendel est vérifiée, l'allèle de la couleur marron du pelage est dominant noté grand M, l'autre noir récessif noté petit m, et le marquage uni dominant noté grand T, et le marquage tache T récessif noté petit t. Le deuxième croisement, bien sûr, montre qu'il y a les proportions 9, 3, 3, 3, 1 à partir de F1 fois F1. Ça nous rappelle bien sûr que les deux gènes sont indépendants. Deuxièmement, représenter schématiquement les étapes du phénomène qui a eu lieu pendant la formation des gamètes chez les individus F1, responsables des phénotypes obtenus en F2. Puisque les individus F1 sont hétérozygotes, bien sûr, ils vont former 4 types de gamètes. Puisque les deux gènes sont indépendants, donc les gamètes auront le même pourcentage. C'est-à-dire qu'il y a une ségrégation indépendante des allèles, c'est-à-dire vérification de la troisième loi de Mendel. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle un brassage interchromosomique lors de la méiose, et qu'on peut représenter comme suit. Donc là, voilà la cellule mère de l'individu F1, la première division et la deuxième division, qui va bien sûr donner 4 types de gamètes de même proportion. Un quart, un quart, un quart, un quart. En vous aidant par un échiquier de croisement, donnez l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement. Donc, puisqu'on a ici les hybrides qui vont donner des gamètes ou 4 types de gamètes de même pourcentage. Donc, on va avoir un échiquier de croisement comportant 16 cases. Donc, voilà donc l'interprétation qu'on peut avoir. Donc, F1 fois F1. Le génotype qui est un hybride va donner 4 types de gamètes de même proportion, un quart, un quart, un quart. Et la rencontre des gamètes, bien sûr, va donner de nouveaux individus que voilà. Et lorsqu'on voit les phénotypes qu'on a ici, pour les grands M, grand T, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça veut dire 9 16e de grand M, grand T. Puis pour les grands M petit t, on a 1, 2, 3, donc 3 16e. Pour les petits m grand T, on a 1, 2, 3, donc 3 16e. Et seulement 1 16e pour les MT. Ceci, ce qui est conforme aux résultats expérimentaux obtenus ici. Des croisements entre les individus de la génération F2 réalisés par un éleveur donnent 100% de souris à pelage marron tacheté. Donner l'interprétation chromosomique de l'un de ces croisements. Donc, puisqu'on va donner ici l'un de ces croisements, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Alors, qu'on vous demande seulement de donner un. Donc, pour avoir des souris à pelage marron tacheté, donc pelage marron dominant, tacheté non dominant, c'est-à-dire récessif. Donc, c'est grand M, petit t. Donc, pour avoir des souris grand M petit t, bien sûr, on doit faire des croisements qui comportent ces allèles. Donc, on peut avoir grand M grand T fois grand M grand T, ou grand M grand T fois petit m petit t, ou bien sûr, grand M petit t fois grand M petit t. Donc voilà pour comprendre clairement. Donc pour avoir 100% de souris à pelage marron tacheté, il faut que l'un des parents soit, bien sûr, soit marron tacheté. Donc on peut accepter l'une de ces interprétations. Alors pour la première, remarquez ici F2, toujours grand M petit t. Le second, il peut être petit m petit t. Donc si on a ici grand M avec petit m, c'est grand M qui sera dominant. Et petit t avec petit t, c'est petit t bien sûr. Là aussi, on a grand M petit t, là on a grand M petit t. Les deux sont les mêmes, donc on va avoir 100% de grand M petit t. Le troisième cas, grand M petit t, et l'autre bien sûr grand M petit t. Mais là, elle est homozygote pour le premier caractère. Là, elle est hétérozygote pour le premier caractère. Elle va donner deux types de gamètes. Et si on fait l'échiquier, on va avoir toujours grand M petit t, grand M petit t. Donc, vous n'avez qu'à donner l'une de ces interprétations.
Troisième exercice. La maladie de Fabry est une maladie héréditaire rare due à un défaut d'activité d'une enzyme alpha-galactosidase. Il en résulte une accumulation de substances lipidiques intracellulaires qui conduit à des atteintes cardiaques, dermatologiques et du système nerveux. Le document suivant présente l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres sont atteints de cette maladie. En exploitant les données de l'arbre généalogique et sachant que l'individu 2,4 ne porte pas l'allèle morbide. Donc là, on vous donne que cet individu, il est homozygote. Montrez en justifiant votre réponse que l'allèle responsable de la maladie est récessif, puisque les personnes qui sont malades, le 3,1 et le 3,3 sont malades et sont issus de parents qui sont sains. Ceci prouve que la maladie est récessive. Et on note l'état normal grand F et l'état malade petit f. Donc là, les responsables de la maladie est récessif. L'individu 3,1 est malade, issu de parents qui sont sains. Petit b, montrer si le gène est porté par un autosome ou un chromosome sexuel. Dans du premier coup, on constate que le garçon et la fille sont atteints. Donc, le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Supposons qu'il est porté par le chromosome X. Cet enfant qui est malade ne peut avoir son X morbide, c'est-à-dire qui porte l'allèle morbide, que de sa mère. Or, on nous donne que le père de 4 ne porte pas l'allèle morbide, donc il est sain. Donc, il ne peut avoir son allèle morbide que de sa mère. Ceci prouve que le gène est porté par le chromosome X. Si on supposait que porté par les autosomes, cet individu qui est malade doit avoir les deux allèles morbides, l'un de son père, l'autre de sa mère. Mais son père, il est sain. 2,4 ne porte pas l'allèle morbide. Donc la seule explication, c'est que le gène est porté par le chromosome X. Donc si on suppose que le gène étudié est lié au sexe, l'individu 3,3 est atteint et issu d'un père sain. Donc le gène n'est pas porté par le chromosome Y. Puisque la maladie est récessive, la fille 4,4, malade et homozygote, reçoit l'allèle morbide de son père et l'autre allèle morbide de sa mère, qui est hétérozygote, ce qui explique aussi que le garçon 4,3 soit atteint. Il ne porte qu'un seul exemple de l'allèle morbide qui s'est exprimé. Donc, le gène est porté par le chromosome X. Donc, la maladie étudiée est liée au sexe et le gène responsable est porté par le chromosome X. Deuxièmement, sachant que le génotype de l'individu 3,4 est homozygote, déterminer la probabilité pour que le couple 3,3 et 3,4 donne naissance à un individu malade. Justifiez votre réponse par un échiquier de croisement. Alors remarquez ici le 3,3, c'est un garçon qui est malade, donc X petit f Y. Alors que la femme ici, elle est saine. Donc, on peut supposer qu'elle peut être grand F, X grand F, X grand F. Donc, elle ne peut donner qu'un seul type de gamète. Alors que celui-là va donner deux types de gamètes, X petit f, Y. Donc, on va avoir 1 demi fois 1. Donc, on va avoir une génération grand F, X grand F avec X petit f, ça sera une fille saine, porteuse de la maladie, bien sûr. Et XF avec Y va donner un garçon qui est sain. Donc, la probabilité sera 0. Voilà pour comprendre. Donc, pour les parents 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4. Donc, 3, 3, malade, petit f. 3, 4, saine, grand F. Donc, elle est X grand F, X grand F. Et celui-là, X petit f, Y va donner deux types de gamètes de même proportion. Les voilà. Donc, lorsqu'on fait l'échiquier, on va trouver qu'on a 100% d'individus qui sont sains, soit filles, soit garçons. Donc, la probabilité pour avoir un enfant malade est nulle. Montrez, en vous basant sur un échiquier de croisement, que le mariage consanguin entre 3,1 et 3,2 augmente la probabilité de l'apparition de cette maladie. Donc, pour le 3,1, elle est malade, donc X petit f Y. Alors que la femme 3,2, elle est d'apparence saine, mais elle a un frère malade et elle a des enfants qui sont malades, donc elle est hétérozygote. Donc les deux vont donner deux types de gamètes. Et on va voir l'échiquier de croisement comme tel. Donc voilà deux types de gamètes et on va voir l'échiquier de croisement comme ça.
Donc, on va voir qu'il y a les garçons et filles qui sont sains et des garçons et filles qui sont malades. Donc, la probabilité pour que la maladie apparaisse, c'est 1,5. Donc, ceci prouve que le mariage consanguin augmente la probabilité de l'apparition des maladies. Pour terminer, et comme d'habitude, je vous laisse ici les exercices concernant les sessions normales 2022. Exercice numéro 1 concernant la génétique humaine et le second concernant les cycles de développement ainsi que les lois statistiques. Alors que le deuxième exercice concernant la session de rattrapage, voilà, deux exercices aussi. L'un comporte le cycle chromosomique avec bien sûr les lois statistiques et l'autre concernant la génétique humaine. Donc j'espère que vous allez réaliser ces exercices pour vous entraîner à vos examens. De ma part, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo comme d'habitude.